I would like to introduce Luc Solaire. Luc Solaire est professeur à l'IRCAD et il est président de Visible Patient. Il est membre libre de notre académie et il est professeur associé de chirurgie au service du professeur Mouter à Strasbourg. Il va nous démontrer magistralement tout l'intérêt de ces techniques de modélisation en chirurgie, en particulier pédiatrique. L'année dernière, en juin 2020, il avait parlé de la chirurgie hépatique. Il le restera pour l'année prochaine, la chirurgie pulmonaire. Merci beaucoup, Luc. Et après le rein. Bonjour à tous. Alors d'abord, je voulais remercier Jean-François pour cette invitation. Et je voulais vous dire que aujourd'hui, c'est mon anniversaire et donc il m'a fait un merveilleux cadeau me permettant d'être là pour mon anniversaire. Il faut savoir que donc on a pas mal de partenariats avec les industriels et notamment les assurances. Ça va être très important, on en reparlera tout à l'heure, parce que ça va être un élément clé si on veut que cette anatomie numérique demain soit utilisée en routine. Il nous faut absolument un financement et aujourd'hui, on a réussi à l'obtenir, vous allez voir. Il y a 22 ans, j'avais la chance de faire ma première présentation quand j'étais très jeune, hein, je n'avais pas encore 30 ans, ici à l'Académie. Alors, ce n'était pas dans cette salle, c'était dans une autre salle, elle a été déplacée à l'époque. Vous savez l'image, c'était dans une université de médecine à côté. Et j'avais déjà présenté à l'époque une anatomie en 3D, celle du foie, devant Henri Bismuth et devant Claude Quinault. Claude Quinault avait repris du coup ses travaux et avait publié un article en 2002 en disant, en concluant son article, en fait, on a en effet beaucoup de variations et l'anatomie standard qu'on a appris ne marche pas dans pas mal de pourcentage de cas. Et dans un tiers des cas, si on applique l'anatomie telle qu'on l'a appris, eh bien, on se trompe. Et il concluait que la seule solution pour s'en sortir, c'était d'avoir une modélisation 3D préopératoire. Alors, on a entendu, il y a eu 2 décès de chirurgiens pédiatriques. Aujourd'hui, on va leur rendre hommage. On va montrer à quoi ça sert dans la chirurgie pédiatrique, cette anatomie virtuelle. Ce que l'on a fait pendant toutes ces années, en plus de 20 ans, c'est qu'on a converti la vision qu'on avait du patient, comme un bâtiment vu de l'extérieur, en ce qui était l'imagerie médicale, un plan. Eh bien, nous, on a reconverti ça en une vue de l'intérieur en 3D. C'est évident que si vous avez une vue d'une maison, d'un plan d'une maison, vous allez avoir du mal à comprendre comment c'est dedans, parce que notre cerveau n'est pas du tout fait pour voir des coupes en niveau de gris à la base. Nous, on a 2 yeux et on voit en couleur. Et notre anatomie a été faite pour voir en 3D, avec nos 2 yeux en stéréo, et en couleur. Nos photorécepteurs sont des cônes dans la zone fovéale. Et les cônes sont faits pour voir la couleur, pas les niveaux de gris. Donc, par essence, il faut convertir l'image en couleur et il faut convertir en 3D parce que notre corps a été fait pour ça. Et donc, quand on le comprend, eh bien, on s'efforce de trouver des solutions pour fournir le résultat. Ce qu'on a fait à Strasbourg, c'est qu'on a créé un laboratoire d'analyse d'images médicales, comme un laboratoire d'analyse de sang, sauf qu'on nous envoie les images et en retour, on fournit le modèle 3D. Ce modèle 3D, c'est la copie virtuelle du patient qui est extraite de l'image médicale. On va refournir une information qui va être compréhensible. Et cette information, c'est le corps en 3D du patient, ces structures anatomiques et pathologiques, je précise, qui sont visibles dans l'image. Si ce n'est pas visible, on ne peut pas les reconstruire. On peut par contre fournir des informations qui ne sont pas visibles, comme par exemple la partie fonctionnelle, les territoires vasculaires, quelle est la zone qui va être par exemple dévascularisée. On verra tout à l'heure un exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans, je me bats pour avoir la prise en charge par les assurances. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plus de 28 millions de Français qui sont couverts à 100% pour cette prise en charge. Notre objectif, c'est que l'hôpital paye le reste. Quand il ne peut pas, c'est les assurances qui payent. Et avec cet équilibre, on aura une prise en charge moitié publique, moitié privée. Aujourd'hui, on peut dire que dans un service standard, vous avez 25 à 50% suivant les zones où vous habitez, des patients qui vont être pris en charge grâce à leurs assurances privées. Et mon objectif, évidemment, à terme, c'est que ça soit 100%, ça va de soi. Maintenant, à quoi ça sert concrètement? Parce que ce n'est pas tout de dire qu'on a une anatomie en 3D. On peut évidemment s'en servir avant l'opération pour apprendre à nos élèves, nous-mêmes pour nous entraîner, et vous allez voir qu'on peut s'en servir aussi pendant l'opération. Je vais vous prendre des exemples avec ce logiciel qui est gratuit, vous pouvez le télécharger. Il est disponible sur iOS, donc sur iPhone ou sur iPad. Il est disponible sur PC et sur Mac. Et ce logiciel permet de visualiser l'anatomie des patients à partir de leur image médicale, si vous avez fait l'analyse, évidemment, qui, elle, malheureusement, n'est pas gratuite, mais comme vous l'avez compris, est prise en charge. Je vais commencer par un cas d'une séquestration pulmonaire. Vous connaissez tous ce qu'est une séquestration pulmonaire. Vous avez une image ici, on voit qu'il y en a 2, une à droite, une à gauche. Bon, on va penser que c'est 2 séquestrations assez classiques. On a des artères qui partent de l'aorte, qui rentrent dans les poumons à droite et à gauche.
Eh bien, lorsque l'on va basculer en 3D, on va se rendre compte ici, donc d'abord ça c'est l'image en couleur de la même image, hein, mais qui est colorisée grâce à l'analyse des images. Et quand on passe en 3D, voilà le même patient. Et ce que l'on va se rendre compte grâce à la vue 3D, ça va être très simple. Je vais mettre le poumon gauche en opacité. Je mets le poumon gauche en opacité et qu'est-ce que je réalise? Eh bien, c'est que la partie ici sous le poumon gauche n'est en aucun cas une séquestration du poumon gauche, mais une partie du poumon droit. Si vous regardez la vascularisation, les veines pulmonaires repartent par la droite et il s'agit ici d'un morceau de poumon droit. D'ailleurs, une fois qu'on a vu ça, après ça semble évident, d'ailleurs quand on revient sur l'image en général on le voit toujours, on va bien voir ici qu'il n'y a absolument aucun lien entre ce poumon gauche et cette partie inférieure. Ça change radicalement l'acte opératoire, vous vous en doutez, mais grâce à cette image, l'opération peut être réalisée sans problème. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple de séquestration totalement différente. C'est un nouveau-né cette fois-ci, donc avant c'était un jeune adolescent. Là, on est sur un nouveau-né, il a 1 mois, il a une reconstruction 3D, à nouveau les couleurs, on a 2 séquestrations pulmonaires à nouveau, donc on va penser que c'est peut-être la même chose. On va passer en 3D, donc voilà en vert les 2 séquestrations. Je vais retirer la structure osseuse. Alors on voit bien sur la vue latérale, hein, on a, que ce soit à droite ici, on voit qu'il s'agit de la séquestration pour le poumon gauche ou pour le poumon droit. Mais en vue postérieure, on va se rendre compte que ici, sur la séquestration à droite, on a un drainage veineux qui ne repart pas du tout par la veine pulmonaire, mais vous voyez par une veine qui va ici rentrer dans la veine cave inférieure à la base du foie. Et si on regarde à gauche, cette fois-ci, on voit un drainage veineux qui, lui non plus, ne repart pas par la veine pulmonaire, mais qui remonte et qui va où? Qui va dans la veine cave supérieure, juste avant d'entrer dans le cœur. Ce que je vais vous montrer là, c'est que comment vous voulez imaginer une telle variation anatomique. C'est quasi impossible. On a beau avoir les images, on a beau avoir ces magnifiques images médicales aujourd'hui, mentalement, quand on voit les coupes, on n'arrive pas à le voir. Et ça, c'est la force de l'anatomie numérique. Être capable de voir facilement, en couleur, une anatomie ultra complexe parce qu'avec de grosses variations. J'ai l'habitude de dire que tous les patients sont différents. En fait, chaque patient est unique. Et l'anatomie en 3D permet de voir cette unicité. Maintenant, est-ce qu'on peut attendre de l'informatique qu'elle fasse tout? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle va demain permettre de faire ça de façon totalement automatique? Alors, je veux dire, peut-être. Ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Cet exemple, il est vraiment parlant. C'est un enfant de 3 mois avec un énorme emphysème qu'on voit ici à gauche, assez facile à détecter, il n'y a pas de problème. Seul petit problème, le radiologue dit que c'est un emphysème dans le lobe inférieur gauche, le chirurgien pense que c'est plutôt dans le lobe supérieur. Alors, je vais vous dire, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, il s'agit à nouveau d'une variation anatomique sur cette pathologie. Alors, attendez, je vais passer par là. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est ce qu'un ordinateur avec l'IA aujourd'hui n'est pas capable de faire, mais qu'un humain est capable de faire. Ici, je vais mettre en transparence les couleurs. On a les bronches que l'on voit bien avec les taches sombres. Et ici, on a une autre bronche, mais qui est remplie de liquide. Et la machine, elle n'a pas appris à reconnaître des bronches remplies de liquide, parce que normalement, c'est plein de noir, c'est de l'air. Et donc là, eh ben, elle ne sera pas capable de reconstruire ces bronches. Alors peut-être que si on avait une base de données avec beaucoup de cas comme ça, elle finira par y arriver. Mais avant de générer cette base, il va falloir beaucoup d'années. Et en attendant, l'humain est indispensable pour ce genre de choses. En fait, ce que nous, on croit chez Visible Patient, c'est que derrière chaque ordinateur, on doit mettre systématiquement un spécialiste de l'analyse de l'image qui va vérifier ce que fait l'ordinateur et le corriger. C'est ce que vous avez ici. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, chez cet enfant, ça change vraiment beaucoup de choses, puisque lorsque je retire les structures ici et que je mets en transparence, on va voir cette bronche surnuméraire qui est entre la bronche supérieure et la bronche inférieure. Cette bronche surnuméraire correspond parfaitement à la zone de l'emphysème. Alors vous savez, je vous l'ai déjà montré dans d'autres présentations, que le logiciel permet de poser des clips pour voir les territoires dévascularisés. Ici, on va voir le territoire bronchique correspondant à cette branche en cliquant sur le bouton droit. Vous voyez que c'est exactement la zone de l'emphysème. Je peux faire ça sur n'importe quelle partie et à chaque fois, je vois la zone, vous voyez, qui correspond. Donc ici, on voit très nettement que cet emphysème est exactement lié à cette bronche. Et ce qui va être très utile pour l'acte chirurgical, c'est d'avoir en plus les artères et les veines. Ici, on voit qu'il y a une artère totalement dédiée à ce territoire ici. Donc, on clampera ensemble l'artère et la bronche. Et au niveau de la veine, c'est la même chose. On a une veine totalement dédiée, on le voit ici, à ce territoire. Et il suffira de clamper. C'est ce qui s'est passé. En post-opératoire, l'enfant a récupéré 100% de fonction respiratoire.
puisqu'on a retiré absolument aucune partie du poumon qui n'était pas au début fonctionnelle. On a retiré une zone qui était absolument non fonctionnelle. Donc, on retrouve 100% de fonction respiratoire avec un poumon de taille normale. Donc, voilà à quoi sert cette anatomie numérique. On peut faire ça pour toutes les régions du corps. Très vite, en 3D, je vous montre, par exemple ici, un gain de temps opératoire massif sur un hématome, un amatome mésenchymateux hépatique. Vous voyez ici, je vais mettre en transparence l'amartome. Plutôt le foie, ça va être plus intéressant. Et vous allez voir ici, ce qui a fait gagner du temps au chirurgien, c'est que sur cette image, en 3D, on voit les 2 points de connexion entre l'amartome et le foie, ici et là. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance où il faut aller. Maintenant qu'on voit précisément les 2 points d'ancrage que l'on va devoir clamper, eh bien, on va pouvoir les repérer. L'opération a duré 40 minutes seulement, parce qu'on avait l'anatomie précise. Évidemment, vous imaginez sur un amartome aussi grand qu'on devrait, en théorie, passer plus de temps. Eh bien non, 40 minutes seulement. Le temps opératoire est souvent un gain. Dernier exemple que vous connaissez, parce que je vous l'ai déjà montré dans le passé certainement, mais je vous le montrerai dans d'autres formats, c'est pour ça que je le montre immédiatement, c'est ce double néphroblastome. Sans le modèle, 2 équipes chirurgicales avaient abouti à la même conclusion thérapeutique. Retrait complet, donc néphrectomie totale du rein gauche, néphrectomie partielle du rein droit. 6 mois de dialyse, au bout de 6 mois, si pas de repousse tumorale, transplantation. Eh bien non, parce qu'avec la modélisation 3D, on se rend compte que si l'on peut en effet réaliser une néphrectomie partielle à droite, ce que je vais faire ici en retirant juste pour mieux voir les veines, voilà, donc je zoome, on va mettre ici un clip sur l'artère qui est derrière et un clip sur l'artère qui est devant, donc on enlève les zones supérieures et médianes de ce rein, on voit qu'il reste à peu près la moitié du rein droit, un petit peu plus de la moitié, mais surtout à gauche, on voit une variation anatomique avec 2 artères, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va clamper l'artère supérieure, on va ici clamper celle-ci pour garder la marge de sécurité, il reste qu'un tout petit bout ici, qui fait que 19%, mais ce petit bout en fonctionnel, il représente 1/3 de rein fonctionnel, et quand on fait la somme des 2 volumes, on avait suffisamment de reins. L'enfant a été opéré de cette façon-là, avec 2 néphrectomies partielles, il n'a pas eu la moindre dialyse. Il a été opéré en janvier 2018 par le professeur Beckmer à Strasbourg. Cet enfant aujourd'hui est en parfaite santé avec ses 2 reins qui ont grossi. Voilà à quoi ça sert concrètement. Vous comprenez pourquoi les assurances aujourd'hui décident de prendre en charge. Le bénéfice, il est à la fois pour les équipes médicales, mais évidemment pour la famille et pour les parents, mais aussi pour les patients quand c'est des adultes, pour leur expliquer ce qu'est la pathologie. C'est beaucoup plus facile avec ces images. Ils vont être acteurs de leur thérapie. On peut l'utiliser pendant le bloc pour retrouver notre cartographie sous les yeux. C'est des images que je vous ai déjà montrées avec la tablette. On peut le brancher au robot, c'est du plug and play directement sur le robot actuel d'Avinci, mais aussi sur les robots de demain. Et surtout, dans l'avenir, ça sera un système de guidage pour voir le patient en transparence. Alors, on peut se servir de ces modèles pour plein de méthodes. Ici, par exemple, vous avez une impression 3D faite à Lyon avec le professeur Ameury, où on imprime des poumons de nouveau-nés qui vont être opérés parce que c'est compliqué, c'est des opérations assez rares. Avec l'impression 3D, le chirurgien peut s'entraîner avant. Ici, vous avez un modèle GLTF, alors je m'excuse pour le nom, mais c'est en fait un format de fichier que vous pouvez voir directement avec votre PC. Vous n'avez pas besoin d'installer le moindre logiciel, je vous le donne, vous double-cliquez, ça l'ouvre tout de suite. Et pour vous le montrer, c'est facile, je vais juste le faire. Vous voyez, je vais ici dans un répertoire, je clique sur le fichier et ça m'ouvre le navigateur, enfin c'est pas un navigateur, c'est le viewer de Windows, et à la fin, normalement j'ai le modèle 3D qui va s'afficher, alors évidemment avec l'effet, ah oui c'est vrai que quand j'ai ça, ça ne marche pas, parce que on a le truc, mais c'est pas grave, bon, quand je suis en visio, il n'arrive pas à basculer, mais c'est pas grave. Donc vous voyez comment ça marche, c'est juste ça, et vous voyez qu'on peut même l'intégrer, c'est ce que je voulais vous montrer, dans une application PowerPoint, c'est-à-dire que si je fais Escape ici, et que je vous montre le PowerPoint, ici j'ai le modèle 3D dans PowerPoint. Je peux bouger mon modèle dans PowerPoint. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec ces modèles. Et surtout, ce modèle, eh bien, je peux aussi l'afficher sur un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Là, c'est un casque de réalité augmentée. C'est quand je le mets, je vois la salle, je vois à travers et je vois mon modèle. Donc, c'est le même enfant de tout à l'heure avec le double néphroblastome. Vous voyez ici. Et à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement avoir le patient de main en transparence pendant l'opération, à guider le chirurgien. C'est vraiment le GPS du chirurgien qu'on est en train d'inventer. Ce GPS, il va permettre, comme vous allez le voir ici, de voir ici dans un mannequin le foie en transparence avec les vaisseaux. Et voilà une application très concrète en chirurgie pédiatrique, je vais vous montrer juste derrière. Cet enfant avait eu une tumeur maligne dans le rein, mal opérée, c'était un sarcome. Il a été perforé, il y a eu
prolifération. Donc là, il a un nouveau sarcome qui a poussé dans le foie. Eh bien, approche chirurgie mini-invasive, il va falloir faire attention en rentrant le trocar de ne pas aller en percussion sur ce sarcome. Eh bien, vous voyez, avec le casque, vous voyez en transparence où est le foie avant même d'ouvrir. Et donc, si vous voulez placer des trocars, ben, vous pouvez les placer loin sans prendre aucun risque parce que vous savez déjà, grâce au casque, en transparence, où va être situé précisément l'organe et ses pathologies. Voilà un exemple simple de ce que sera demain cette chirurgie guidée par l'image et de ce qu'elle est déjà aujourd'hui, comme je vous l'ai montré. Merci pour votre attention. C'est une démonstration magistrale de l'intérêt de la chirurgie guidée par l'image. Je pense que ce sera universel dans les années qui viennent.